Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Le docteur James Patterson déverrouilla la porte de son cabinet avec la routine et le calme de celui qui avait vu défiler des centaines de patients au fil des ans. Lorsque David Morrison entra, il parut plus abattu que lors des séances précédentes. Les cernes sous ses yeux étaient plus marquées et son regard était lointain, comme s'il portait un fardeau qu'il ne parvenait même pas à nommer. James s'installa dans son fauteuil et demanda à David comment il s'était senti depuis leur dernière conversation. David mit un moment à répondre. Il tritura la fermeture éclair de sa veste, prit une profonde inspiration, puis, le regard fixé au sol, dit qu'il avait besoin de se décharger d'un poids. Sa voix était si basse qu'on aurait dit qu'il ne voulait pas être entendu. Il raconta à James qu'il avait récemment rencontré une femme. Selon lui, la connexion avait été instantanée. Ces mots portaient à la fois de l'excitation et de la culpabilité. Il expliqua qu'elle était plus âgée, mariée, et que malgré cela, ils avaient défini par nouer une relation. Au début, ce n'était que des conversations. Puis vinrent les rencontres et tout se transforma en une liaison qu'il admettait lui-même être une erreur, mais dont il ne parvenait déjà plus à se défaire. James se contentait d'écouter. Il nota quelques mots-clés, comme à son habitude, et encouragea David à continuer. Le jeune homme semblait soulagé de pouvoir parler ouvertement. Il se disait tiraillé entre le désir de continuer et la conscience de faire du mal à quelqu'un qu'il connaissait à peine. Il mentionna que cette femme semblait malheureuse dans son mariage, mais ne disait jamais de mal de son mari. Elle disait simplement qu'il était absent, distrait, quelqu'un qui ne remarquait plus sa présence. Au cours de la séance, David révéla qu'il avait tenté de prendre ses distances à plusieurs reprises, mais qu'il suffisait d'un seul message de sa part pour qu'il cède. Il affirma n'avoir jamais ressenti une telle connexion avec personne. Et même s'il savait que cette relation avait une date de péremption, il ne pouvait pas la laisser partir. James restait concentré sur le récit. La situation était délicate, mais pas rare. Les liaisons extra-conjugales sont souvent complexes sur le plan émotionnel, et il avait déjà entendu des histoires similaires. Ce qui rendait cette journée différente, c'était l'intensité avec laquelle David parlait. Il se dégageait de lui un sentiment accablant d'être consumé par ce qu'il vivait. Il y avait aussi une étrange familiarité dans les termes qu'il employait, dans sa façon de décrire leur rencontre, les mots de cette femme, et même certaines de ses expressions. Mais pour James, tout était encore trop confus pour en tirer une conclusion. Il avait affaire à un patient vulnérable qui tentait de comprendre ce qui se cachait derrière cette dynamique. Il savait qu'il était trop tôt pour juger. L'important ici était de créer un espace sûr pour que David puisse traiter ses émotions, prendre conscience des conséquences et peut-être trouver un chemin plus sain pour lui-même. Vers la fin de la séance, David dit quelque chose qui retint l'attention de James. Il dit que ses rencontres avec cette femme lui faisaient ressentir une chose rare, une véritable écoute. Il dit qu'avec elle, il n'avait pas besoin de faire semblant, qu'elle le voyait pour qui il était vraiment. Cette phrase resta dans l'esprit de James, peut-être parce qu'il l'avait déjà entendue dans un autre contexte. La séance se termina par un remerciement sincère de David. Il semblait plus léger. En partant, il dit qu'il espérait vraiment pouvoir faire ce qui était juste. James resta quelques secondes à fixer la porte fermée. C'était comme si quelque chose s'était activé en lui, mais sans encore prendre une forme claire.
L'histoire l'avait touché, plus par l'intensité émotionnelle du patient que par les détails eux-mêmes. D'une certaine manière, il se sentait intrigué, pas par jalousie ou colère, pas encore, mais avec la vague sensation que cette histoire comportait plus de couches que ce qui avait été raconté ce matin-là. Il poursuivit sa journée avec d'autres patients, mais à l'intérieur, l'image de David décrivant cette femme revenait comme un écho. James était un professionnel expérimenté. Il savait que l'intuition clinique capte parfois ce que la raison n'a pas encore compris. Et ce jeudi-là, il sentait que quelque chose prenait forme, même s'il ne savait pas encore quoi. Le lendemain, David arriva pour une autre séance, comme si de rien n'était. Il salua la réceptionniste d'un sourire discret et s'assit dans la salle d'attente. L'horloge marquait l'heure exacte du rendez-vous quand James déverrouilla la porte. Il avait l'air plus sérieux que d'habitude. Il fit signe à David d'entrer. Cette fois, la conversation ne commença pas par les questions habituelles. David mentionna nonchalamment qu'il avait beaucoup réfléchi. Il dit qu'il était fatigué de vivre dans cette situation clandestine. Il était peut-être temps de mettre fin à cette liaison ou peut-être pas, car une partie de lui voulait encore se battre pour elle. James écoutait, la mâchoire serrée. Puis David prononça la phrase qui changea tout. Hier, j'ai rêvé de Rebecca. Elle était dans le même café où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle portait cette robe bleue, la même que le soir où elle m'a dit que son mariage était devenu froid. Rebecca Patterson est une femme incroyable. Elle m'a fait croire à nouveau en l'amour. James sentit comme si l'air autour de lui s'était volatilisé. Il n'y avait plus de doute possible. Il n'avait pas seulement dit le prénom. Maintenant, il ajoutait aussi le nom de famille. Il décrivait des moments intimes. Il savait. Il réalisait pleinement qui était cette femme, et maintenant, il prononçait son nom complet dans ce cabinet comme s'il parlait d'une parfaite inconnue. James se leva lentement de son fauteuil. Il se dirigea vers la porte, la déverrouilla sans un mot et attendit. David parut de nouveau confus. « J'ai dit quelque chose de mal ?» James répondit sans le regarder. « La séance est terminée et ce sera la dernière. » David hésita un instant, puis attrapa son manteau et partit, jetant un regard en arrière, comme pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Dès qu'il eut franchi le seuil, James demanda à sa secrétaire d'annuler tous les rendez-vous de la journée. Il retourna dans son bureau, ferma la porte à clé et resta là quelques minutes, les mains posées sur son bureau. Il n'y avait plus de place pour les rationalisations. La vérité avait été jetée là, sans filtre. Au crépuscule, il rentra chez lui. La lumière du salon était allumée. Rebecca était en train de regarder une série, feignant une normalité qui n'existait plus. Il entra et resta là, à l'observer pendant quelques secondes. « David suit une thérapie avec moi, » dit-il d'une voix ferme. Rebecca laissa tomber son téléphone. Elle se figea, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il lui fallut quelques secondes pour réagir. « Quoi? Tu m'as entendu. » Elle porta les mains à son visage et se mit à pleurer. Elle tenta de s'approcher de lui, mais il recula. « Depuis combien de temps ça dure? »« James, s'il te plaît. »« Depuis combien de temps, Rebecca ?» Elle hésita, prit une profonde inspiration, puis s'effondra. « Depuis 3 mois. Ça a commencé par hasard, puis c'est devenu de plus en plus difficile d'arrêter. Je n'ai rien planifié de tout ça, je te le jure. » James traversa le couloir en silence, se rendit dans la chambre et ouvrit le placard. Il attrapa un sac à dos, y jeta quelques vêtements, son portefeuille, son téléphone, et retourna dans le salon. Rebecca pleurait contre le mur.
sans la force de l'empêcher de partir. Tu vas vraiment partir comme ça? Il répondit sans la regarder. Rien de ce que tu pourras dire ne changera quoi que ce soit. Il partit. Il referma la porte lentement, sans un mot de plus. Quelques minutes plus tard, encore tremblante, Rebecca prit son téléphone et appela David. Quand il répondit, elle lui dit tout d'un trait: Tu es fou? Tu es allé en thérapie avec mon mari? David marqua une pause. Quoi? Ton mari, c'est le docteur Patterson? Oui? Oh mon Dieu, ça explique tout. Maintenant je comprends pourquoi il m'a renvoyé si brusquement. Elle ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Est-ce qu'il t'a dit ce dont vous avez parlé en thérapie? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Est-ce qu'il te l'a dit? Oui, il me l'a dit. Le temps passa, mais la blessure ne guérit jamais. Le silence entre James et Rebecca se transforma en distance légale. Ils entamèrent la procédure de divorce quelques semaines après cette nuit-là. Leurs avocats se parlaient avant même qu'aucun d'eux n'ait eu le courage d'échanger un seul mot. L'appartement se vida peu à peu. Ce qui avait été une routine partagée devint des formalités sur des documents judiciaires. Mais alors que James pensait que le pire était passé, une nouvelle bombe arriva par courrier. Une enveloppe blanche avec son nom écrit en lettres noires et grasses. C'était une notification officielle. David Morrison avait déposé une plainte contre lui pour dommages moraux, invoquant une violation du secret professionnel. Le document était clair. Il citait des articles du Code de déontologie de l'Association américaine de psychologie, soulignant que le patient avait partagé des informations intimes dans un cadre protégé et que ces informations avaient été utilisées contre lui en dehors de la séance à des fins personnelles. La plainte faisait également référence à la loi fédérale sur la protection de la vie privée en santé mentale, affirmant que le Dr Patterson avait violé les droits à la confidentialité psychologique. James sentit de nouveau le sol trembler. Il avait perdu sa femme. Maintenant, il risquait de perdre sa carrière. Sa réputation, bâtie en 20 ans avec dévouement et éthique, était sur le point d'être remise en question, tout cela à cause d'une relation qui n'aurait jamais dû exister. Pendant des jours, il hésita sur la conduite à tenir. Il pouvait accepter la plainte en silence, éviter l'exposition et laisser le scandale s'éteindre avec le temps. Mais en se regardant dans le miroir, il réalisa qu'il avait déjà trop perdu. Il décida d'agir. Il déposa une action civile contre David, fondée sur la loi de l'État protégeant le pacte conjugal. Il soutenait que le patient avait interféré directement et consciemment dans son mariage, causant des dommages émotionnels irréversibles. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était la destruction délibérée d'un engagement qui durait depuis des années. À partir de là, tout se transforma en une guerre sale. Les avocats des deux parties commencèrent à disséquer chaque détail des relations. Ils fouillèrent les anciens emails, les messages, les dossiers médicaux, les dates de rencontre, les historiques d'appels. Rebecca fut appelée à témoigner. L'embarras fut formellement exposé dans les rapports joints au dossier. L'affaire gagna en notoriété dans les couloirs juridiques de la ville. Le thérapeute respecté faisait maintenant partie d'un double scandale, conjugal et professionnel. David, quant à lui, devint la cible d'accusations publiques, accusé d'avoir détruit une famille et d'avoir manipulé ses propres séances à des fins personnelles. Ce qui avait été une crise privée était devenu un litige de dizaines de pages, de signatures et de délais. Leur douleur ne leur appartenait plus.
Elle était devenue documentation, protocole et expertise. La justice était en jeu. Mais par-dessus tout, la vérité de chacun commençait à être confrontée dans une arène sans protection émotionnelle. Ce n'était pas seulement un procès, c'était la démolition publique de 3 vies. Pendant les mois que les affaires traînèrent en justice, chacun d'eux suivit un chemin silencieux d'isolement, comme si le scandale les avait placés dans des cages séparées où seul résonnait l'écho de leur propre choix. Rebecca quitta Boston 2 semaines après la séparation officielle. Elle laissa derrière elle l'appartement, les meubles et même les plantes dont elle avait pris soin. Elle partit à Denver et s'installa chez sa sœur aînée, Amanda, qui l'accueillit sans poser de questions. Au début, Rebecca tenta de maintenir une certaine routine, mais la nuit, le silence de la maison ramenait tout son poids. Elle revivait chaque conversation avec David, chaque excuse donnée à James, chaque fois où elle s'était regardée dans le miroir et avait décidé de retarder la vérité par peur de perdre le peu qu'il restait. Elle voulait appeler James tous les jours pour s'expliquer, s'excuser, mais la honte parlait plus fort et le regret s'était déjà installé en elle comme un invité permanent. David aussi se retira. Il quitta son poste à l'agence, disparut des réseaux sociaux et coupa les ponts avec leurs amis communs. Enfermé dans son propre appartement, les jours commencèrent à se confondre. Son énergie fut aspirée par une culpabilité qu'il prétendait ne pas ressentir. Il commença à prendre des somnifères, puis à en prendre juste pour exister. Il faisait des cauchemars récurrents où il revivait la dernière séance avec James. L'expression sur son visage quand il avait entendu le nom de Rebecca Patterson. C'était comme si le visage de cet homme s'était gravé en lui. Un rappel constant que même s'il prétendait ne pas savoir, il savait qu'il franchissait une ligne dangereuse. Au fond, il le savait. Il avait juste choisi de l'ignorer. James, quant à lui, l'homme de la raison et de la retenue, finit par s'effondrer intérieurement. Il essaya de continuer à voir ses patients en gardant la même posture posée, mais ses yeux ne reflétaient plus la sécurité. Ils reflétaient la perte. Un jour, en écoutant une patiente parler d'abandon émotionnel, il sentit son corps trembler. Après la séance, il éteignit son téléphone et passa plus d'1 heure à fixer le vide. C'est ce jour-là qu'il réalisa qu'il avait besoin d'aide. Il consulta un thérapeute dans une ville voisine pour éviter les commentaires. Dans les premières séances, il ne faisait qu'écouter et respirer. Puis, il commença à parler. Il parla du mariage, de la fierté qu'il ressentait à maintenir les choses en ordre, de la façon dont il avait cru que la routine était suffisante. Et puis, il commença à admettre ce qu'il avait toujours caché, qu'il s'était éloigné de Rebecca quand elle avait le plus besoin de lui, qu'il était devenu un spectateur de sa propre vie conjugale, qu'il avait troqué son rôle de mari contre celui d'un technicien des émotions. Il dit que, même si cela pouvait paraître absurde, une partie de lui comprenait pourquoi elle avait cherché chez un autre homme ce qu'il n'avait pas su lui offrir. Et même en le comprenant, cela n'atténuait pas la douleur, car la vérité a le pouvoir d'éclairer, mais elle brûle aussi. Un jour, assis seul dans un café, il entendit une femme âgée à côté de lui dire quelque chose qui lui resta en tête. L'amour ne meurt pas, c'est nous qui oublions de le nourrir. James finit son café, paya l'addition et marcha pendant des kilomètres sans but, répétant cette phrase comme un mantra involontaire. Pour la première fois, il eut le courage d'admettre que le mariage avait déjà commencé à s'effriter bien avant l'apparition de David. L'amant n'avait été que l'étincelle.
Le feu couvait depuis longtemps. Le procès, quand il eut finalement lieu, sembla plus être une cérémonie de clôture qu'un litige judiciaire. Tous les protagonistes étaient épuisés. Après avoir entendu les plaidoiries finales, le juge opta pour une position intermédiaire. Il reconnut que James avait laissé sa vie personnelle affecter sa neutralité professionnelle et lui imposa une amende symbolique pour faute déontologique, sans pour autant révoquer sa licence. D'un autre côté, il reconnut également la responsabilité de David pour son ingérence dans le mariage d'un autre couple et le condamna à verser une indemnité pour manipulation émotionnelle. Quand tout fut terminé, Rebecca resta assise au fond de la salle d'audience. Les gens partaient, mais elle restait là, la tête baissée, regardant ses mains comme si c'était la seule chose qui lui appartenait encore. Plus tard, James retourna dans l'ancien appartement. Tout y semblait plus petit, étranger, comme si le temps avait passé sur les meubles. Il ouvrit un tiroir, fouilla dans de vieilles affaires et trouva la boîte où étaient rangées les alliances. Il en prit une, regarda l'intérieur gravé avec la date du mariage et, sans réfléchir, murmura: c'était une promesse, et chaque promesse rompue exige son prix. Il referma la boîte, la reposa. Aucune larme ne coula. Il avait déjà assez pleuré. La vie continuerait, mais avec une autre peau, une autre conscience, et la certitude que parfois, la plus grande trahison n'est pas celle entre deux personnes, mais celle contre ce qu'ils avaient juré de protéger chaque jour, et qu'ils ont laissé mourir sans s'en rendre compte. Merci d'avoir suivi ce récit. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.